Bon, je prends quelques secondes pour la technique. Bon, on a effectivement 30 minutes, c'est pas beaucoup pour 2 ans, mais même 3 ans de DU de sexo finalement. Mais je crois qu'on va essayer surtout de donner quelques notions. Bon, bien sûr, on pourrait étendre ça à l'infini. Le but, c'est d'essayer d'avoir un minimum d'infos pour pouvoir rediscuter, peut-être pour alimenter un peu les ateliers de tout à l'heure. Et donc, on va essayer de faire un peu court. Donc, sur le plan pratique, les dysfonctions sexuelles, alors on revient sur ce schéma hein, que vous allez voir, revoir, etc. avec cette phase d'excitation, le plateau, l'orgasme et la résolution chez l'homme, et puis chez la femme, cette possibilité de multi-orgasme, de plaisir prolongé. On sait que de nombreuses choses peuvent arriver dans cette physiologie de l'érection et enfin, en tous les cas de la sexualité dans son ensemble. On peut avoir des choses avant même que la sexualité finalement commence, que l'acte sexuel commence. C'est tous les troubles du désir. Au moment de l'excitation, ce sont tous les troubles de l'excitation qui vont de la dysfonction érectile, etc. On va le voir juste après. On peut avoir pendant le rapport, notamment la phase de plateau par exemple, des perturbations, ou au moment de l'orgasme, des perturbations. Donc si on regarde les différents types de dysfonctions sexuelles qui peuvent exister, on voit qu'il y en a quand même énormément. On a tout ce qui est troubles du désir, donc on va avoir les problèmes psychogènes, hein, avec parfois des blocages sensoriels associés, parfois une altération de la motivation, une communication insuffisante, ou des choses iatrogènes, comme des traitements hormonaux ou médicamenteux. On peut avoir des troubles lors de l'excitation, lors de la phase de l'excitation, avec notamment les dysfonctions érectiles, la sécheresse vaginale, et puis parfois le vaginisme ou d'autres pathologies qu'on peut rencontrer. On peut aussi avoir... alors moi ça bouge sur le mien mais pas sur l'autre. Sur l'autre. Ah, peut-être juste avec les flèches. Ok, d'accord. Donc on peut avoir des perturbations lors des rapports, avec notamment des dyspareunies, donc des douleurs lors du rapport sexuel, ou des difficultés lors du rapport sexuel, des douleurs autres qui peuvent être sur des articulations ou ailleurs sur le corps, des problèmes de dyspnée ou autres pathologies autres, plus on va dire non sexuelles directement, des problèmes d'incontinence qui peuvent retentir par exemple sur les rapports. On peut aussi avoir plein de problèmes au niveau de l'orgasme, avec des anorgasmies, anéjaculations, parfois des éjaculations précoces, des modifications de ces perceptions orgastiques, voire des douleurs lors de l'orgasme. Donc il y a énormément de choses qui peuvent arriver tout au cours de cet acte sexuel. Alors quand on veut explorer une dysfonction sexuelle, il y a quelques éléments de base, c'est un peu vague comme ça, mais je crois que c'est quand même important d'avoir ça en tête. C'est peut-être s'il faut retenir 6 grandes questions auxquelles il faut essayer de répondre à l'issue de la consultation. Ça va être depuis combien de temps ça dure, une éjaculation précoce, est-ce qu'elle est primaire ou est-ce qu'elle est secondaire, est-ce que c'est dans un certain contexte. Par exemple, est-ce que la dysfonction érectile, elle arrive quand c'est avec sa femme, mais pas avec sa maîtresse, par exemple. C'est des choses à explorer dans une sexualité de quelqu'un. Le contexte social et culturel, on en a parlé hier, on a vu avec cette super présentation de la fin que la sexualité était vraiment variable selon les endroits et selon les pressions sociales qu'on pouvait subir. Il y a les contextes psychologiques, les traitements médicamenteux associés, il faut essayer d'explorer ça, savoir qu'est-ce qu'il y a comme traitement médicamenteux, quel est l'environnement psychologique de la personne, un contexte médical comme le diabète ou d'autres maladies, et puis voir aussi, je trouve que ça on l'oublie trop souvent, mais c'est important de voir d'où la personne part. Quand elle vient vous voir, elle a des connaissances sur la sexualité qui ne sont pas les vôtres. Il ne faut pas partir du présupposé qu'elle sait tout ce qu'on a appris nous. Donc parfois elle va avoir ses mots à elle, et parfois on ne va pas se comprendre parce qu'on n'a pas les mêmes mots. J'ai souvenir d'un patient qui me disait « moi j'ai froid, j'ai trop le froid, etc. » Il voulait dire qu'il avait un problème d'érection. Et lui, il le traduisait par avoir un froid, quelque chose. Le fait que ça ne marche pas, c'était froid pour lui. Donc je crois que les termes, c'est vraiment important. Autre chose importante dans toute cette présentation, dans toutes ces consultations, c'est surtout ne pas normer la sexualité. On l'a bien vu hier, hein, c'est très clair, il ne faut pas projeter sa sexualité, même si Joseph nous a montré des super courbes sur le nombre de rapports sexuels moyens par couple, c'est pas parce qu'un couple de 30 ans a 2 rapports sexuels en moyenne dans la semaine que tous les couples doivent avoir 2 rapports sexuels en moyenne. Donc je crois que se méfier aussi un petit peu de ces normes qui peuvent venir de la science parfois.
Alors, quelles sont les causes des dysfonctions sexuelles? Elles sont extrêmement nombreuses. On va simplement regarder simplement ce qui est en bleu peut-être, mais voilà, se rappeler qu'il y a des éléments éducatifs, et notamment, je trouve aujourd'hui, avec tout ce qui est le porno, tout ce que les jeunes regardent sur leur téléphone, eux, ils vont construire parfois, sur le plan personnel, une sexualité particulière parce qu'ils sont baignés dedans. Les croyances, on l'a vu hier, ça a une importance vraiment très importante. Le relationnel, comment ça marche dans le couple. Pas oublier qu'une dysfonction érectile, elle survient dans un couple. Peut-être elle ne survient pas dans un autre, peut-être elle peut s'améliorer en améliorant le couple. Les aspects psychologiques, bien sûr, ça on y pense plus facilement. Les aspects somatiques aussi, est-ce qu'il y a une maladie associée? Et puis la iatrogénie, bien vérifier qu'est-ce qu'il y a comme traitement, qu'est-ce que les personnes prennent qui peuvent expliquer cette dysfonction érectile ou cette dysfonction sexuelle. Alors, je vais prendre quelques exemples de maladies chroniques. Là, j'ai pris le cancer, mais ça pourrait être autre chose. J'ai pris le cancer parce que je trouve ça assez intéressant, parce qu'il y a eu des très grosses études de fait, avec des grosses populations qui permettent quand même d'avoir des données assez fiables. Alors, dans le cancer et la sexualité, il y a deux éléments qui sont majeurs. C'est vraiment, on a l'impression que c'est deux choses qui s'opposent. Hein. Le cancer, c'est le symbolique de la mort. La sexualité, c'est la vie, etc. On pourrait les opposer un peu sur tous les domaines. Et donc, on va voir que c'est un retentissement majeur lorsque quelqu'un a un cancer. Et de façon assez surprenante, quand on regarde ce tableau, on voit que, donc là, il y avait deux études, un Vican 2, Vican 5. C'est une étude faite à 2 ans et une étude faite à 5 ans chez des gens qui ont un cancer. Et donc on s'aperçoit que le désir diminue énormément, jusqu'à 60% des gens qui ont un cancer décrivent une diminution de leur désir. La capacité à avoir un orgasme a diminué aussi de près de 50%. La fréquence des rapports, dans 60% des cas, elle a diminué. L'absence de rapport lors des 2 dernières semaines est fréquente, et finalement une insatisfaction dans près de 40% des cas. Et ça, vous pourriez le faire sur le diabète, sur d'autres pathologie, ça ne serait pas exactement les mêmes chiffres, mais on retrouverait ce genre de choses. Donc se rappeler que les maladies, un trouble de la sexualité est rarement isolé. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est très souvent dans un contexte, et il faut explorer ce contexte. Autre élément, c'est quel est le statut dans le couple. Comment fonctionne un couple après une annonce de maladie chronique, ici le cancer. On voit que alors les hommes sont un peu mieux lotis que les femmes, parce que globalement les femmes les abandonnent moins quand on annonce un cancer, mais on s'aperçoit malheureusement assez dramatiquement que jusqu'à 10% des cas, le couple se sépare parce qu'il y a l'annonce d'un cancer et que le conjoint s'en va. Donc ces éléments-là sont à explorer dans une maladie chronique. Est-ce qu'il s'est passé une séparation? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez eu une séparation? Est-ce que ça a modifié ça a modifié le couple ou le fonctionnement du couple? Autre chose intéressante, c'est de voir, alors vous êtes bien sûr tous sensibilisés à ça, si vous êtes là, c'est que la sexualité c'est important pour vous et vous n'allez pas oublier d'en parler. Néanmoins, on se rend compte que les gens se voient rarement proposer une aide dans leur sexualité. Finalement, on en parle assez peu. Un peu plus chez les hommes, probablement aussi parce qu'il y a des solutions thérapeutiques, il y a du Viagra, il y a des prothèses, il y a tout un tas de traitements qui existent. Chez les femmes, on est moins riche en traitements, du coup on en parle probablement moins aussi. Mais n'empêche qu'on n'en parle pas assez. Alors quelles sont les raisons pour lesquelles on oublie d'en parler? Notamment dans le soin du cancer. D'abord, les cancérologues ne sont pas toujours très à l'aise avec la sexualité, mais aussi parce que le cancer finalement phagocyte tous. Le diabète, quand on s'occupe de son diabète, les diabétologues sont centrés sur le diabète et ont du mal à envisager la sexualité dans ce cadre-là. Et puis côté patient, parfois il y a des patients qui ont l'impression que ce n'est pas légitime finalement. On m'a opéré d'un cancer de la prostate, j'ai plus d'érection du tout, mais on m'a guéri du cancer. Donc finalement je ne peux pas en parler parce que j'ai déjà bien la chance d'être guéri, d'aller mieux. Est-ce que ce n'est pas un peu trop d'en demander plus et de vouloir avoir une sexualité aussi? Donc les patients se mettent des freins eux-mêmes. Et puis parfois il y a des croyances sur l'aggravation de la maladie. Ça c'est un truc qu'on voit assez souvent dans le cancer de la prostate. Penser que comme c'est en lien avec la sexualité, que l'éjaculation serait peut-être la raison du cancer, ce qui n'est pas vrai, mais il faut déconstruire ça et il faut savoir évoquer toutes ces choses-là. Un autre exemple que je vais prendre, puis je vais m'arrêter là parce qu'il faudrait faire toutes les maladies, donc c'est impossible. Mais je voulais juste évoquer un petit peu aussi d'autres maladies qui sont à la limite des maladies, bien sûr, mais notamment l'alcool et la sexualité chez l'homme et chez la femme. Parce qu'il y a tout un tas de croyances qui existent autour de ça et on s'aperçoit que
la consommation aiguë d'alcool, ça peut avoir des effets positifs dans la sexualité, avec une désinhibition, sensation d'être plus attractif ou attractive, etc. Mais il y a des effets secondaires avec parfois une baisse de lubrification en fonction de la dose d'alcool. Il peut y avoir un retard à l'orgasme, même si parfois l'excitation est un peu plus grande. Et dans les cas de consommation chronique chez la femme, on peut avoir une perte d'attrait par les retentissements de l'alcool, bien sûr, sur le corps. Et puis les relations interpersonnelles peuvent être modifiées, bien évidemment, aussi. Chez les hommes, on s'aperçoit que ça a aussi des effets. On peut avoir une diminution des érections si la dose est trop forte, même si au départ, il peut y avoir une augmentation, une amélioration de la sexualité par la levée de l'inhibition. On a des effets secondaires assez rapides. On peut avoir donc des dysfonctions érectiles définitives sur certaines consommations chroniques, un retard à l'éjaculation qui est parfois recherché chez certains éjaculateurs précoces par exemple, et puis une baisse de fertilité qui est aussi associée. Et sur les cas plus chroniques, il y a parfois, on s'aperçoit que certains ne peuvent avoir finalement des rapports sexuels que sous alcool, et donc ça finit par devenir un problème et ça alimente le côté toxique de l'alcool. Donc j'ai commencé par ces étiologies parce qu'il me semble quand même difficile, même si on est tous sexothérapeutes ici et qu'on aime notre métier et c'est à bord de la sexualité, on ne peut pas sortir le patient de son contexte et des maladies qui l'entourent. Et si on ne traite pas la maladie, on n'améliorera pas la sexualité. Parfois, il y a pas mal d'études qui montrent par exemple que chez les gens qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, si vous améliorez le sommeil de la personne, vous améliorez ses érections derrière sans avoir rien fait. Pas d'autre chose à faire que de lui permettre d'avoir un meilleur sommeil, de mieux dormir la nuit, il récupère mieux, il a des érections nocturnes de meilleure qualité et il récupère des bonnes érections derrière. Donc parfois, c'est bien de se lancer dans des thérapeutiques médicamenteuses ou sexothérapiques chez les gens, mais pensez à traiter aussi la cause de sa dysfonction. Ça peut tout guérir. Le diabète, c'est pareil, si on améliore l'hémoglobine glyquée, on peut corriger des diabètes, des dysfonctions érectiles qui sont assez importantes. Alors on va voir quand même rapidement les dysfonctions sexuelles, parce que c'était quand même ce que tu m'avais demandé d'aborder, mais il me semblait important de se rappeler que c'était dans un contexte, donc il fallait aborder ça. On va en voir quelques-unes, bien sûr pas toutes. Alors la dysfonction érectile, c'est extrêmement fréquent. On voit qu'avant 40 ans c'est assez rare, et puis avec l'âge ça monte de façon très importante. Ça peut atteindre 70 à 100% de la population après 70 ans. Donc c'est quand même extrêmement élevé, extrêmement fréquent. Ce qui est assez inquiétant et embêtant, c'est qu'il y a 1 homme sur 10 seulement qui a une dysfonction érectile qui est pris en charge. On ne diagnostique pas assez les dysfonctions érectiles, on ne va pas assez vers les gens pour leur poser la question. Et quand on leur pose, dans certains questionnaires, on s'est aperçu qu'en fait les patients souhaitaient qu'on leur aborde la question, mais eux-mêmes n'osent pas. Ils ont honte, ils n'osent pas en parler, donc c'est à nous de faire le premier pas. Ça touche quand même beaucoup de gens dans le monde et ça mérite qu'on s'y attache. Alors pourquoi les soignants n'arrivent pas à en parler ? C'est assez logique. C'est d'une part parce que les connaissances sur la dysfonction érectile ne sont pas très bonnes. Je vous rappelle que les études de médecine, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait 0 heure, en tous les cas en France, en 6 ans d'études, on avait 0 heure sur la sexualité. Puis c'est passé à 2 heures, maintenant ils en ont 4 heures dans toute leur scolarité. C'est quand même pas énorme. 4 heures sur la sexualité, sur des études médicales qui durent 6 ans, on se dit quand même qu'on se fout un peu de la gueule du monde. Mais c'est comme ça. Et dans beaucoup de pays, c'est la même chose. Donc je crois qu'il faut se rappeler que la formation, elle n'est pas bonne. Ça prend du temps. Ça, c'est un truc chez les médecins. Souvent, on dit, mais moi, je ne m'en occupe pas, ça prend trop de temps, quoi. Et ils préfèrent dire ça à la fin de la consultation en se disant, allez, c'est bon, j'ouvre la porte, je lui dis pas de problème d'érection, et comme ça, hop, je ne vais pas perdre de temps. Il peut y avoir aussi une pudeur d'origine culturelle ou religieuse, tout le monde n'est pas à l'aise avec la sexualité, et c'est vrai que c'est pas facile d'en parler. C'est pas toujours facile d'employer des mots parfois un peu crus pour parler de sexualité, et ça peut être un vrai obstacle. Et puis, certains ont un manque d'intérêt pour la question, en se disant que c'est pas une vraie maladie, que c'est un confort, que c'est un luxe, etc. Malgré tout, ça a des conséquences quand même assez dramatiques. Qu'est-ce que ça donne chez un homme lorsqu'il s'aperçoit qu'il a une dysfonction érectile ? En fait, ça entraîne beaucoup de frustration, beaucoup de difficultés. Alors certains vont chercher le dialogue pour améliorer ça, d'autres vont passer dans l'indifférence face à leur dysfonction érectile, d'autres vont se murer dans le silence, pas en parler mais en souffrir complètement, vraiment de façon importante. Et enfin, d'autres vont être plus agressifs. Donc on voit que cette dysfonction sexuelle, elle impacte la vie des gens dans la vie de tous les jours.
Donc, se rappeler que ça nous descende beaucoup de la relation à deux quand il y a un problème de sexualité. Autre chose qui montre qu'il faut vraiment s'en occuper, c'est que quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui a une dysfonction érectile, il y a une étude qui a montré que notamment chez les hypertendus et les personnes sous psychotropes, donc toutes les personnes qui ont des maladies psy, ils ont tendance à arrêter ou mal suivre leur traitement parce qu'ils ont entendu dire que les antihypertenseurs, ça entraînait des troubles de l'érection. Ils ont entendu dire que les neuroleptiques, ça entraînait une baisse de l'érection. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent leur traitement. Donc ça a un impact aussi sur les autres maladies. Il faut vraiment s'inquiéter de ça et du coup, ça peut être un moyen de convaincre vos collègues, vos confrères d'adresser et de prendre en charge ces problèmes de dysfonction sexuelle puisque ça a un retentissement sur les autres maladies. Alors quels sont les traitements? Je ne pourrais pas les faire là parce que ça serait des heures, hein, mais je vous rappelle simplement les grands traitements de la dysfonction érectile. C'est les médicaments oraux et la sexologie en premier, hein, c'est les deux traitements à privilégier au départ. Et puis vous avez aussi des injections intracaverneuses, si ça ne suffit pas les traitements oraux, des dispositifs d'érection sous vide qu'on appelle le vacuum, le Vitaros qui est un gel intra-urétral qu'on met à l'intérieur de l'urètre, et puis enfin les implants péniens. Il y a des solutions, et souvent ça c'est une diapo ou des informations que vous pouvez faire passer aux patients. C'est lui dire on va essayer une technique, on va essayer la sexologie, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est survenu brutalement après le décès de votre mère, vous n'avez plus d'érection, on va essayer peut-être d'explorer ça et de corriger les choses plutôt par la sexothérapie. Mais si ça ne marche pas, on a encore plein d'autres solutions, les médicaments, les injections, le vacuum, etc. Et de savoir qu'il y a d'autres solutions dès la première consultation, ça leur donne un horizon, ça leur donne un avenir. Alors que si vous leur dites qu'il n'y a qu'un seul traitement et que ça ne marche pas, ils vont parfois s'arrêter et pas revenir vous voir. Donc c'est important d'avoir cette vision dans l'avenir pour eux. Alors simplement pour faire un tout petit topo sur le Viagra, hein, ou en tous les cas les traitements de type Viagra, Cialis, tous les IPDE5, sur une énorme étude qui avait revu 48 études extrêmement bien faites, etc., on s'aperçoit que ça marche bien. Hein. Donc c'est 80% des hommes de moins de 65 ans ont une amélioration de leur fonction érectile, et quand on est un peu plus âgé, ça marche un peu moins bien. Mais c'est un très bon médicament qui ne marche pas sur tout, mais c'est un très bon médicament. Autre chose qui est important aussi pour motiver à la prise en charge de cette dysfonction érectile, c'est quand vous parlez à votre patient, ça c'est plus un peu des conseils de sexothérapeute, hein, mais c'est de voir que finalement, qu'est-ce qu'une partenaire, quand vous avez un homme avec vous, enfin vous êtes une partenaire de patient qui a une dysfonction érectile, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Et ben, ce n'est pas l'absence de pénétration, on s'aperçoit que c'est que dans 6% des cas, que c'est la véritable gêne pour la partenaire. Ben, ça, si vous le dites à votre patient, ça le rassure, il se dit bah oui, peut-être qu'il faut que je réinvestisse ma sexualité différemment. On va essayer de traiter la dysfonction érectile, mais il y a aussi le fait de savoir que finalement, ce qui gêne le plus sa partenaire, ça va être le fait qu'il n'est pas bien, c'est le fait qu'il ne veut pas donner des caresses pour améliorer ça, c'est le fait qu'il ne veut pas, qu'il ne communique plus, qu'il s'est muré dans le silence, etc. Mais on voit bien que ce qui gêne le plus, ce n'est pas l'absence de pénétration, alors que c'est ce qui nous paraît évident au départ, mais non, ce n'est pas ça. Donc rassurer le patient et lui dire bah, tu vois, ce n'est pas que l'absence d'érection, tu peux faire d'autres choses, tu peux caresser, tu peux simplement me parler, ne te mure pas dans ton silence. Autre exemple de dysfonction sexuelle chez les femmes maintenant, c'est la ménopause. Alors qui n'est pas systématiquement associée à la dysfonction sexuelle, hein, je vous rassure, mais qui peut avoir un certain nombre d'impacts. Hein. On sait qu'il y a des bouffées de chaleur chez 67% des femmes, un état dépressif qui peut être temporaire et qui est souvent même temporaire et assez léger, hein, mais qui est présent chez 40% des femmes. Et puis on voit que sur le plan de la sexualité, il y a une atrophie vaginale qui peut avoir une interaction, comme tout le reste, avec la sexualité. Alors qu'est-ce qui se passe à la ménopause? Si on reprend notre schéma de Master et Johnson, hein, on voit qu'à la phase d'excitation, il y a une augmentation du temps de réponse à la stimulation. C'est-à-dire que cette phase d'excitation va être beaucoup plus longue pour obtenir le plateau. On a une diminution de la lubrification vaginale qui est retardée et plus faible, ainsi que de la souplesse vaginale. À la phase de plateau, on va avoir parfois des douleurs par manque de lubrification notamment, et qui va être mal vécu bien évidemment. Sur les phases d'orgasme, on peut avoir des contractions qui sont moins importantes et qui peuvent faire penser à une disparition de l'orgasme. Alors ce n'est pas une disparition, c'est simplement prévenir, éduquer ces patientes en leur disant bah oui, c'est normal que tu ne ressentes pas le même orgasme, mais il existe. Ce que tu ressens là, c'est quand même un orgasme qui est un peu moins fort.
Et puis la phase de résolution qui est plus rapide aussi. Alors, donc, se rappeler aussi que cette ménopause, elle peut aggraver des choses qui existaient avant. S'il y avait des troubles du désir avant, le fait que la ménopause arrive, ça peut les aggraver. Donc, ça peut être un facteur aggravant. Et si c'était pas très bien avant, bah forcément, ça sera peut-être un peu plus difficile encore après. Et puis, se rappeler aussi que, c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, mais c'est que le partenaire est impacté par cette baisse de désir, et donc ça va entraîner parfois un retentissement chez le partenaire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans la ménopause? Il y a plein de choses, hein, il y a des traitements assez bêtes. Hein. Dans la sécheresse vaginale, bah, c'est utiliser des lubrifiants, parler des préliminaires aussi, cette notion d'allonger les préliminaires, de peut-être être un peu moins rapide qu'avant et de discuter plus et d'augmenter cette temps de préliminaire. Les traitements locaux, hormonaux ou généraux, hein, on peut donner même s'il y a un grand débat sur les œstrogènes, est-ce qu'il faut les donner, pas les donner. Aujourd'hui, à petite dose, certains en proposent assez volontiers. L'éducation, donc bien éduquer, sexo-éduquer le couple avec cette question des préliminaires, allonger ceci, etc. Et puis la psychosexothérapie, prendre le temps de comprendre ce que ça représente pour elle, parce que parfois il y a des éléments symboliques aussi, la perte de la fertilité, etc., qui doivent être travaillés de façon un peu plus approfondie. Autre trouble, dysfonction sexuelle, c'est l'éjaculation prématurée. Alors qu'est-ce que c'est? La définition, elle est souvent très très débattue. Il y en a qui disent une éjaculation précoce, c'est tant que la partenaire n'a pas eu un orgasme. Alors ça peut être très long, donc c'est peut-être pas la meilleure définition. D'autres disent c'est inférieur à 1 minute. D'autres ont dit 30 secondes. Ça a varié dans le temps. C'est pour montrer qu'on ne sait pas très très bien finalement comment la définir précisément. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je crois que la meilleure définition, c'est quand le couple, la personne elle-même et le couple en souffrent. Et c'est comment on peut améliorer ça s'il y a une souffrance à cette éjaculation rapide. Donc ça touche quand même beaucoup de personnes, hein, 20 à 30%, c'est énorme. Il n'y a pas d'influence de l'âge. Et le bilan clinique ou paraclinique n'a pas d'intérêt. Faire des dosages hormonaux, etc., ça ne changera rien. Ce n'est pas hormonal, c'est plutôt un conditionnement. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui existent. Hein. On a parlé d'un conditionnement sur la première expérience, ou sur les premières expériences, ou sur le mode de sexualité. Peut-être, voilà, si on est dans sa chambre avec son téléphone, il faut aller très vite pour ne pas se faire repérer par son frère qui est dans la même chambre, etc. Ça peut avoir des impacts éducatifs. L'anxiété, donc ça peut jouer sur le fait d'avoir une anxiété, notamment par exemple chez ceux qui ont une dysfonction érectile. Parfois, vous allez éjaculer très vite parce que vous savez que l'érection ne va pas durer longtemps. Donc vous dites, il faut que j'en profite, il faut que j'aille très vite, parce qu'après, l'érection elle va diminuer parce que j'ai une dysfonction érectile. Donc là, on va plus traiter une dysfonction érectile que finalement un trouble de l'éjaculation. Les fréquences coïtales, ça c'est le classique jeune marin qui rentre de 4 mois de voyage en mer et qui va avoir une éjaculation très rapide parce qu'il n'a pas eu de rapport pendant 4 mois, donc il y a une excitation, une hyperexcitation. Peut-être des éléments neurobiochimiques, c'est pour ça que les médicaments marchent, hein, avec notamment des actions sur la sérotonine. Et puis sur le plan anatomique, ça a été décrit que d'avoir un frein trop court fait que quand vous avez un rapport sexuel, ça tire sur le frein et du coup on a beaucoup de stimulation. Je vous rappelle que contrairement un peu aux idées reçues, l'endroit du sexe qui a le plus, du sexe masculin qui a le plus de récepteurs, c'est le frein, c'est autour du frein. Quand on veut faire éjaculer un patient paraplégique, on va stimuler autour du frein, parce que c'est extrêmement riche en récepteurs. Donc cet endroit-là peut être responsable parfois d'éjaculation précoce. Donc c'est pas très facile à explorer, hein. C'est important simplement, comme toujours en sexologie, d'examiner les gens. Il faut regarder la verge, voir comment ça se passe au niveau du couple. Si le couple s'adapte très bien, si madame a un petit vaginisme, etc., d'avoir une éjaculation antéportase, c'est-à-dire juste avant qu'il y ait la pénétration, l'homme éjacule et que madame a son plaisir par une stimulation clitoridienne, c'est très bien. On ne va pas faire quoi que ce soit, on ne va pas médicaliser ça. Il peut y avoir des questions parfois du couple, mais on va y répondre et le but, c'est pas de normaliser leur sexualité. S'ils sont heureux comme ça, on va les laisser. Donc on va explorer la fréquence des rapports et voir s'il y a d'autres soucis, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une dysfonction érectile, on la traitera. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement dans une éjaculation précoce? On peut faire beaucoup de choses, hein. J'ai simplement pris cet exemple classique de la thérapie cognitivo-comportementale.
avec avoir des rapports sexuels réguliers, se concentrer sur les sensations, bouger plus lentement, respirer avec le ventre, relâcher sur le plan musculaire, faire des pauses, parler avec la partenaire, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qui existent en sexothérapie. Et puis vous avez aussi des traitements médicamenteux. Je vous rappelle que depuis quelque temps, il y a le Fortacil, qui est un spray qu'on met sur la verge, qui marche très rapidement. Ça prend une trentaine de secondes avant d'être efficace. Et c'est pas mal, il faut faire 3 sprays en général sur la verge, sur le gland notamment, et ça va anesthésier localement. Alors bien sûr, dans la sexualité, il faut prévenir les gens que s'il y a du sexe oral ou autre, ça peut retentir bien évidemment, et pas être très agréable pour la partenaire ou le partenaire, mais en tous les cas, c'est un élément, c'est aujourd'hui, ça marche plutôt pas mal, sinon il y avait les vieilles pommades, Emla, etc. On a des traitements sérotoninergiques, la dapoxétine, qui est un médicament qu'on prend en moyenne 2 heures avant. En fait, à la base, c'est un antidépresseur dont un des effets va être l'allongement de la latence éjaculatoire. Donc c'est intéressant, la dapoxétine, ça coûte assez cher et ça ne marche pas chez tout le monde, mais il y a quand même des études qui ont clairement montré une amélioration de ce côté-là. Et puis de temps en temps, dans des cas très sélectionnés, une section du frein, ça peut marcher, mais c'est vraiment des cas très sélectionnés, c'est assez rare que ça fonctionne bien. Et puis je vais terminer par les dyspareunies. Donc sur le plan pratique, les dyspareunies, qu'est-ce que c'est? C'est des douleurs lors de la pénétration, avec des dyspareunies qui peuvent être profondes ou des dyspareunies plus superficielles. Alors on cherchera à repérer s'il y a des problèmes psychologiques, bien sûr. Est-ce qu'il y a des inhibitions à la sexualité? Est-ce qu'il y a un problème relationnel? Est-ce que c'est dans un cadre d'une dépression? On va donc bien explorer sur le plan psychologique. On va vérifier qu'il n'y ait pas une problématique pelvienne, une maladie de type endométriose. Et à ce moment-là, on va regarder quoi? On va regarder est-ce que c'est cyclique? Est-ce que finalement, il y a des moments où ça se passe très bien, la sexualité, et puis tous les 28 jours, on a une douleur très importante. À ce moment-là, ça peut être un élément qui va pousser vers le diagnostic d'endométriose. Et puis enfin, il peut y avoir des choses plus congénitales avec un vagin trop étroit, un utérus bicorne, certains cas de malformation qui sont plus rares mais qui peuvent exister. Et donc de temps en temps, examiner avec beaucoup de soin, parce que comme c'est douloureux, il ne faut pas violer ces femmes entre guillemets par un examen trop brutal. Il faut faire vraiment attention et prendre le temps de bien expliquer ce qu'on fait. Donc devant un trouble de la lubrification, si c'est le cas dans cette dyspareunie, il faut aussi expliquer que la pénétration n'est pas obligatoire déjà. Comme ça permet de relâcher un peu la pression sur cette question de la lubrification et des douleurs et de permettre d'avoir un rapport dans des bonnes conditions. Employer des lubrifiants, ça c'est pas mal, ça peut vraiment se faire, c'est simple, même si ça modifie un petit peu, ça peut être fait de façon comme un jeu, c'est pas obligé d'être quelque chose qui est vécu de façon assez médicale, ça peut être quelque chose qui peut être mis dans les scripts de la sexualité des personnes. Une oestrogénothérapie locale, ça peut tout à fait se faire. Ne jamais précipiter la pénétration, donc prendre le temps, comme on l'a vu tout à l'heure, d'attendre que ça se dilate bien, qu'il y ait le temps d'avoir un bon relâchement musculaire un peu local. Vérifier si ce n'est pas suite à un événement traumatisant dans le vaginisme secondaire. Parfois, on peut utiliser les dilatateurs vaginaux, ça marche pas mal. C'est notamment les dilatateurs Amiel ou Vagiwell, c'est 2 types de dilatateurs qui sont plus ou moins souples et qui permettent aux femmes, toutes seules de leur côté, d'essayer d'introduire dans leur vagin des bougies pour voir quel effet, pour contrôler elles-mêmes, pour pouvoir être vraiment à la manœuvre et voir comment ça se passe avec des dilatateurs et réapprendre finalement la pénétration par elles-mêmes. Il y a de la rééducation périnéale aussi, il y a des kinés qui font ça très bien, on n'en trouve pas toujours, mais quand on en a un, il faut vraiment le garder près de soi et bien le faire travailler parce que c'est très important aussi, ça marche très très bien. Et puis les activités sexuelles régulières vont aussi faciliter l'amélioration de ces troubles de la lubrification. Donc voilà, j'ai pris que quelques cas pour tenir à peu près les horaires et je vous remercie de votre attention.